Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Jean-Philippe Laud est sociologue. Il travaille à la radio de Radio-Canada depuis 2005. Il a co-animé l'émission C'est fou avec le regretté Serge Bouchard de 2014 à 2021. Il anime depuis l'automne 2021 l'émission Réfléchir à voix haute sur Ici Première. Écoutez, on en a entendu parler. Est-ce que c'est le livre du printemps? Au début avril paraissait Rue Duplessis, ma petite noirceur chez Luxe Éditeur, où Jean-Philippe Laud partage ses origines dans un contexte ouvrier, de pauvreté matérielle, oui, mais aussi intellectuelle. Donc, les études, les lectures, des rencontres ont fait de lui ce qu'on appelle un transfuge de classe avec la liberté que cela permet, mais aussi un certain équilibre à trouver entre les origines, le passé, la famille, dont il refuse d'avoir honte. Jean-Philippe Laud, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. De CKIA, merci beaucoup. La radio, oui. C'est votre... c'est toujours agréable d'entendre votre voix sur les ondes de CKIA. C'est votre médium aujourd'hui. D'autant plus que j'ai commencé à faire de la radio à l'origine à CKIA à Québec, donc quand c'était dans le complexe Méduse, donc je suis très touché de faire cette entrevue-là. Ah ben là, je suis contente parce que j'avais entendu cette rumeur dans les vastes couloirs de CKIA, mais j'osais pas lancer tout de go. Donc, c'était quoi l'émission? Hein? C'était quoi le GP qui faisait cette émission CKIA à l'époque? C'était une émission qui s'intitulait, je suis désolé du jeu de mots, là, mais Idéaux et débats. Donc, ça faisait comme Idéaux et débats. Mais il y avait là-dedans, je dirais, ce qu'on retrouve maintenant à réfléchir à voix haute, mais aussi ce qu'il y a eu à l'époque au Spornographe. Oui. Une espèce de, quand je regarde ça à rebours, là, il y avait des parodies de publicité dans cette émission-là, puis de la réflexion. Donc, j'ai l'impression que, sans le savoir, c'est un peu ma carrière radiophonique qui se dessinait à CKIA de façon inconsciente. Ben, c'est vraiment très intéressant parce que d'autant plus que je suis en présence de Brian Saint-Louis ici, avec qui on a lancé cette émission de Nous Épilogue il y a 19 ans maintenant. Et vous et moi, Jean-Philippe, avons à peu près 3 mois de différence dans la vie, donc probablement un peu de cette on a dû connaître des gens en commun à l'époque de CKIA. Et je fais un lien, là évidemment on est probablement 20-25 ans plus tard, mais ça reste, hein, donc ça montre que les traces étaient peut-être là, la vision, comprendre le caractère sociologique, ce que vous appliquez. Oui, puis mon premier coup de cœur, ça a été vraiment ça. C'est quand même pas rien, là, notre première expérience à la radio, on s'en souvient tous et toutes, quand la passion y est, fait que CKIA, pour moi, c'est dans mon cœur pour toujours. Ah, c'est un grand plaisir. Et là, évidemment, on parle de l'écriture. Tout ça est relié à plusieurs égards, mais ce livre, paru dans la première semaine d'avril, passage remarqué au Salon du Livre de Québec, passage remarqué à Tout le monde en parle, des articles importants, rupture de stock, best-seller. Je sais pas si ça devait se passer comme ça, Jean-Philippe Laud. On a vu que c'était une charge émotive pour vous d'être projeté aussi dans ce succès public. Comment ça va depuis les 2 dernières semaines? Parce que là, le succès, c'est pas parti pour se démentir, là. C'est une question que je me pose à tous les matins. Comment est-ce que je vais dans tout ça? C'est inespéré et inattendu, je dirais. Mais en même temps, je me réjouis de tout ça. Ça me fait penser que j'ai probablement fait le bon pari en écrivant cette histoire-là au jeu, mais avec un jeu qui est social, qui est tourné vers l'autre. C'est sûr que j'avais pas prévu ce battage médiatique-là, puis c'est toujours un peu surprenant quand ça se passe. Moi, je fais de la radio depuis 15 ans, mais dans une espèce de solitude, dans un studio caché dans la nouvelle maison de Radio-Canada. Fait que là, d'arriver comme ça sur la scène publique avec une parole, je dirais, politique aussi, ça vient avec, je sais pas moi, c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé. Mes messageries ont explosé, les gens se permettent de me raconter leur histoire, puis ça me fait vraiment plaisir de lire ça. En même temps, il y a toute une charge émotive qui vient avec les récits que les gens me racontent. Puis, je te cacherai pas que ça m'habite au quotidien. J'ai l'impression de
je suis sociologue de formation, mais là, c'est comme si je devenais un peu psychologue par défaut. Fait que c'est une nouvelle réalité avec laquelle j'ai à composer, puis ça me met autant en joie que ça m'émeut, je te dirais. Ouais. Et on le sent avec des gens comme ça, qui prennent. On a un ami ici à l'émission qui est Michael Bergeron, qui a parlé de la grossophobie, et qui devient comme un expert de la grossophobie. Oui, on l'assume, je présume, lorsqu'on prend cette parole, mais c'est une parole de l'intime qui devient éminemment publique aussi. Alors j'imagine cet équilibre qui est un petit vertige, là. Oui, puis c'est un vertige, mais c'est un beau vertige. Ouais. Moi, j'aime ça, aller vers les gens. Je suis curieux de l'autre, curieux des autres. Et là, je suis vraiment bien servi parce que les gens, oui, m'écrivent, mais tu as fait référence au Salon du livre de Québec. J'ai signé 2 fois 2 heures. Il y a plein de gens qui sont venus, oui, me faire signer leur exemplaire, mais surtout me raconter leur histoire. Puis je trouve ça fascinant de voir que même si cette histoire-là est écrite au jeu, puis que je parle de Jean-Pierre, de Claudette, qui sont mes parents, puis de mes amis de mon quartier d'origine, ben les gens se reconnaissent dans ça d'une manière ou d'une autre. Puis, tu sais, moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que tous ces gens-là qui viennent me voir, c'est comme si ces gens-là étaient sortis du même moule. Ce sont des sensibles, des érudits de la sensibilité. Puis c'est comme si là, ils trouvaient une espèce de canal de communication pour parler de leur histoire. Puis, je sais pas, je pense beaucoup à Serge Bouchard quand ces moments-là se passent, parce que je l'ai souvent accompagné dans les salons du livre, puis Serge recevait des témoignages comme ça par rapport à ses écrits. Donc, c'est ça, je suis un homme heureux. Bref, pour répondre à ta question, comment est-ce que je vais? Je suis fatigué, mais je suis fatigué d'une fatigue heureuse. Ah, ben c'est très agréable d'entendre ça. Dis qu'il y a des gens qui ont pris la parole. Moi, j'ai fait un exercice en prévision de cet entretien. Je suis une grande lectrice d'Édouard Louis depuis toujours, que j'avais rencontré d'ailleurs pour un entretien. On l'avait reçu en 2013. Ah ben là, je suis jaloux. Là, avant l'équipe de C'est Fou, c'était à la parution d'En finir avec Eddie Bellegueule, un lancement qui avait eu lieu au défunt Cercle. Un truc genre de lancement organisé par le Seuil là, à Québec. Je me sais plus dans quel en fait au lancement, et ce petit être tout chétif mais tellement attachant, qui était on le voyait voué à quelque chose de... J'ai réécouté cet entretien de 2018 avec Édouard Louis, dont tu parles avec Serge Bouchard. Il y en est question dans les premières lignes de Rue Duplessis. D'ailleurs, il y a énormément de parallèles à faire. Je sais pas si c'est un peu creepy de faire ça, mais on dirait que j'ai écouté l'entrevue en me disant... Et si c'était Jean-Philippe Plot dans le rôle de l'interviewé, ça t'habite, cette histoire d'Édouard Louis. On dirait que 6 ans plus tard, les rôles s'inversent à certains égards. Il y a vraiment une filiation entre vous deux, là. Ben, c'est sûr que son histoire m'habite depuis plusieurs années. J'ai eu la chance, moi j'ai pas eu la chance de le rencontrer comme toi, j'ai eu la chance de l'interviewer à la radio, c'était par le biais d'un duplex. Il était dans les studios de Radio-Canada en France, mais c'est certain que, mis à part, disons, le stigmate de l'homosexualité dans son cas, tout son récit concernant sa pauvreté culturelle, sociale, politique et tout ça, je me reconnais immensément dans ça, au risque de me faire dire par certaines personnes que j'imite, disons, Édouard Louis, en fait. Certain. Là, ici, je traduis les visages à la salle, là, tout le monde, dans le studio, tout le monde a les yeux en l'air en disant, hey, come on, là. mais tu sais, mais je m'attendais peut-être à recevoir ce genre de critique-là, mais en même temps, moi, je pense que s'inspirer, c'est aussi imiter d'une certaine façon, puis après ça, mon histoire, elle va prendre sa couleur, sa signature, puis moi, j'aime ça, me réclamer de mes sources d'inspiration. C'est oui Serge, oui Édouard Louis, oui Didier Ribon, Annie Ernaux. Donc, je pense qu'on finit par être un peu la somme de nos sources d'inspiration, puis assurément, Édouard Louis en est une très, très grande pour moi. Puis, récemment, il m'a écrit puis il me disait qu'il avait très hâte de lire Rue Duplessis, puis je te le dis là, puis j'ai chaud, là, tu sais. J'espère que ça arrivera puis qu'il me fera un espèce de compte rendu, mais juste que c'est beau. Il m'écrive ça m'a touché.
Parce qu'il y a beaucoup de parallèles. Bon, Édouard Louis, l'entretien porte pas sur Édouard Louis, mais je suis certaine que ça te fait plaisir de toute façon. Alors, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est à quel point il a décliné aussi sur la violence dont font l'objet les classes ouvrières, sur des programmes politiques. Et une des choses, et ça se traduit aussi dans la rue Duplessis, c'est à quel point, moi, ça m'a particulièrement frappé, le corps témoigne de cette cause sociale. À quel point que ce soit la dentition, le langage, la façon de bouger, de parler. Édouard Louis s'est passé beaucoup par une transformation physique, on le disait même, changer son rire, changer. Mais c'est arrivé aussi au petit JP Plot de l'époque. Donc, à quel point le corps... Il a poussé le processus un peu plus loin en allant jusqu'à changer, la façon dont ses cheveux sont placés. Il a travaillé aussi sa dentition. Moi, je suis pas allé jusque-là, mais c'est sûr que la posture de son corps, oui, avec le temps, je me déploie plus dans l'espace de la même façon. Le rire, je sais qu'il a travaillé ça très, très fort, lui, parce qu'on lui a dit à répétition quand il était au théâtre et tout ça, qu'il riait très, très fort. Maintenant, il rit de façon très discrète. Moi, on me le dit ça souvent, mais on dirait que je sais pas si c'est que j'ai pas eu envie de m'attaquer à ce rire fort-là qui est le mien, mais je trouve ça en tout cas, je l'ai pas changé. Peut-être que je me pose d'ailleurs la question dans le Duplessis, est-ce que un jour je m'attaquerai à ça? Peut-être, mais sinon, c'est vrai que la façon de penser, la façon de manger, la façon de me vêtir, tout ça a été transformé. Puis c'est pas nécessairement moi qui le voulais absolument, c'est que la honte, ça se passe beaucoup dans le regard de l'autre et en arrivant dans le milieu des intellectuels, en arrivant dans le monde des médias aussi. Oui. Souvent, je constatais que j'étais pas habillé de la bonne façon pour faire de la radio, où il y avait certains mots que j'utilisais qui n'étaient pas nécessairement bienvenus sur les ondes. Donc, il y avait une espèce de, on parle de classisme, de mépris de classe que je sentais. Puis au final, ces propos-là, ces remarques-là, ces regards-là ont fini par faire en sorte que je me suis transformé, pas de façon aussi radicale qu'Édouard Louis, mais l'intention était la même. Puis ça fait qu'au final, j'en finis par me poser la question, c'est qui suis-je? Oui, voilà. Qui suis-je réellement? Oui, le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises. Est-ce que qui est ce Jean-Philippe Plot qui te parle en ce moment? Est-ce que c'est celui qui est arrivé dans un nouveau milieu puis qui s'est transformé, ou c'est celui qui a grandi dans son milieu d'origine à Drummondville? Je pense que souvent je me sens pas bien dans aucun de ces deux milieux-là maintenant, mais en même temps que je te dis ça, j'ai aussi l'impression d'avoir un passeport pour les deux cultures. Je me sens pas toujours très bien dans tous les univers, mais je suis capable de fonctionner dans tous les univers. Fait que longtemps j'ai vu ça comme une espèce d'obstacle, mais maintenant je vois ça comme une force. Ça me permet de circuler un peu partout en étant à peu près bien. Et c'est le passeport peut-être pour la réconciliation, en fait, cette grande... Je l'espère. Puis tu sais, parfois on me demande, est-ce que tu as l'impression d'être arrivé au bout de ton parcours de transfuge de classe? Est-ce que tu as l'impression que c'est terminé? Moi, j'ai plutôt l'impression que cette transformation-là va être permanente. Si on se reparle dans 20 ans, j'ai l'impression que je vais être encore en train de me transformer, puis que mon milieu d'origine va continuer de me constituer, de me façonner, puis j'espère que dans 20 ans, j'en serai encore plus fier que maintenant. Bref, une manière de dire que je pense pas que ça va se terminer un jour. Et